Salut. Alors, ce mois-ci, je veux te parler d'un sujet qui concerne l'argent. Donc, c'est la deuxième infolette qu'on fait sur le sujet. Je t'avais déjà dit la dernière fois qu'on viendrait à intervalles réguliers avec ce sujet-là parce que c'est un gros sujet. C'est probablement, c'est pas le plus gros, c'est vraiment un des plus gros sujets qui préoccupe le plus de gens dans notre société occidentale contemporaine. Donc, le sujet dont je veux te parler dans cette vidéo-ci, c'est le suivant. Vivre sa vie versus gagner sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, vivre, tout simplement, faire ce que tu as envie, quand tu en as envie, comme tu en as envie, ou bien, ben, j'ai pas le choix de faire des choses que j'aime pas faire parce qu'il faut bien gagner sa vie. Ça te parle? Il y a des chances parce que il y a 99,9% peut-être de la population, j'ai pas de statistiques officielles, mais il y a une très forte proportion de la population qui est coincée dans ce dilemme-là. Même les gens qui font ce qu'ils aiment, il y a d'autres croyances autour de il faut que tu choisisses un seul métier ou une seule passion. Alors souvent, il y a des gens qui font ce qu'ils aiment faire, mais il y a plein d'autres passions qui ont laissé de côté. Donc, ils ne vivent pas pleinement leur vie. Alors, il y a plusieurs sous-sujets dans ce thème-là. Le premier, c'est comment ça se fait qu'on a besoin de gagner sa vie? Il n'y a pas d'autre espèce sur la planète qui a besoin de gagner sa vie. Pas un animal, pas une plante qui a besoin de gagner sa vie. Alors, il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Peter Koenig, qui s'est spécialisé dans la relation qu'on a avec l'argent. Bonne ou mauvaise, positive ou négative. Il a écrit un livre qui est super intéressant. Je te le recommande si tu arrives à le trouver parce que je pense qu'il est plus édité, donc il faut le trouver en livre usagé. C'est 30 mensonges à propos de l'argent. Et qui dit la chose suivante dans ses conférences et dans ses ateliers. Euh, Mériter l'existence. On n'a pas à mériter l'existence. À partir du moment où on vient au monde, on mérite l'existence. Elle nous est acquise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que, à un moment donné, les humains, on se sente obligés de mériter l'existence puis de gagner notre vie? Je pense que ce qui s'est passé, si je regarde sur le plan historique, bien évidemment, je suis historienne, donc c'est facile pour moi d'aller regarder dans le passé. Et, et c'est intéressant parce qu'on voit comment les choses se sont bâties peu à peu. Mais si on regarde dans le passé, les humains, traditionnellement, dans les tribus, que ce soit dans la préhistoire ou même jusqu'à assez récemment, il y a eu des tribus indépendantes qui vivaient de façon, euh, je dirais, traditionnelle, primitive, donc dans le sens de premier. Donc les premiers humains vivaient comme ça, c'est-à-dire que chacun faisait ce dans quoi il était bon. Et en général, quand on est bon dans quelque chose, on aime le faire aussi. C'est très rare que quelqu'un va être super bon dans quelque chose et puis qu'il n'aimera pas ça. Ça peut arriver, mais les cas que j'ai croisés pour qui c'était ce que les gens vivaient, c'est souvent des personnes qui avaient du génie dans quelque chose. Euh, je pense à un musicien très connu au Québec, André Mathieu, qui était un génie tout petit au piano, mais qui a été tellement poussé à l'extrême par ses parents pour devenir une star qu'il s'en est complètement... ça l'a complètement dégoûté de la musique. Mais ça, c'est un autre cas de figure. C'est pas parce qu'il aimait pas, mais c'est à cause du contexte dans lequel il le faisait. Ça va être un autre sujet, je pense, pour un autre mois, un autre thème. Mais revenons à ce qu'on aime faire. C'est pas mal tout le temps équivalent à ce dans quoi on est bon. Et ce qui a le plus de sens dans la vie, c'est que chacun fait ce dans quoi il est bon, puis ce qu'il aime faire, et contribue comme ça à la communauté.
Qu'est-ce qui s'est passé qu'à un moment donné, les humains ont arrêté de faire ça? Ben, c'est parce que les humains, au lieu de vivre dans des toutes petites communautés de 50, 100, 150, 200 personnes, des tribus nomades ou des villages semi-nomades, les humains ont commencé à s'assembler en, en cités et en États. Donc, un plus grand rassemblement de plus d'humains. Et là, il y a des élites qui ont commencé à se former. Honnêtement, quand je regarde tout ce que j'ai pu consulter en histoire, c'est pas mal tout le temps là que ça s'est gâté. C'est que les élites ont commencé à, sous prétexte d'offrir leur protection, hein, aux paysans, aux artisans, aux gens sans défense, donc les élites qui étaient militaires au départ, sous prétexte d'offrir leur protection, ont demandé à ces gens-là de les nourrir et de les entretenir, de leur fournir tout ce dont il y avait besoin, les vêtements, les meubles, la vaisselle, la nourriture, etc., pour vivre, puisque eux, ils n'avaient pas le temps de fabriquer ça, il fallait qu'ils protègent les populations. Se faire payer pour protéger, je sais pas si ça te fait penser à quelque chose, hein? Moi, ça me fait tout de suite penser à la mafia. D'autant plus que très souvent, pas tout le temps, je suis d'accord, mais très souvent, les élites, contre qui est-ce qu'elles protègent les populations? Ben, contre elles-mêmes. Ou contre l'élite militaire de l'autre village à côté ou de l'autre tribu. Donc, les élites militaires se battent entre elles et demandent aux populations de les payer pour les protéger contre eux-mêmes. Intéressant comme système. Bref, de là, les sociétés se sont de plus en plus spécialisées. Les gens qui n'avaient pas des compétences militaires, donc pour aller au combat et protéger les populations, ont dû se laisser imposer, en fait, des métiers pour lesquels ils n'étaient pas nécessairement faits. Parce qu'il fallait fabriquer des plus grandes quantités de nourriture, il fallait fabriquer des plus grandes quantités de vêtements, d'objets de la vie courante, etc. Alors, bon, j'ai l'air de simplifier, là. C'est sûr que ça ne s'est pas passé en 10 ans, ou même en 50, ou même en 100 ans. Ça s'est fait, tout ça, très graduellement au fil des siècles et des millénaires. Pour en arriver à une époque où c'est devenu impossible de vivre sans être coincé dans ou peut-être pas impossible, mais très difficile de vivre sans être pris dans cet engrenage-là. Et là, quand l'argent est arrivé là-dessus, et qu'il il fallait absolument de l'argent, donc on se faisait... Au départ, les gens étaient payés en service, donc en troc. Mais peu à peu, l'argent est arrivé, donc les populations se faisaient payer en argent pour leurs services, mais de ce fait, étaient obligés d'avoir de l'argent pour payer pour les services dont eux, ils avaient besoin. À partir de là, on est emprisonné dans un système. Parce que, comme tu ne peux pas obtenir ce dont tu as besoin, toi, pour vivre sans argent, ben, tu ne peux plus vivre librement comme tu en as envie, en dehors du système, si tu le veux. Tout ça nous amène à mon sujet de départ, gagner sa vie. Donc, il faut gagner sa vie pour payer le loyer ou l'hypothèque, pour payer la nourriture, pour payer tes vêtements, pour payer ton essence pour mettre dans ta voiture, pour payer ta voiture. Et c'est comme si les choses sont à l'envers. Les animaux dans la forêt n'ont pas besoin de payer pour obtenir de la nourriture, de l'eau, pour obtenir un logis dans un arbre ou dans un terrier. Les animaux trouvent leur espace selon la disponibilité de la nourriture, des nids, même que la nature est tellement bien faite que dans les années où il y a moins de nourriture, par exemple, il y a une sécheresse, puis les plantes produisent moins de graines de noix, de fruits, pour que les animaux qui sont frugivores ou herbivores
se nourrissent, eh bien, les animaux deviennent moins fertiles et font moins de bébés. C'est fantastique comment la nature est bien faite. Et nous, on s'est déconnecté de cette perfection-là. Et s'étant déconnecté de cette perfection-là, on ne prend plus en compte cette réalité-là. Les Amérindiens, même s'ils ne devenaient pas infertiles ou moins fertiles en période de disette ou en période moins fructueuse dans la nature, c'était quand même une norme chez beaucoup de tribus de ne pas faire plus d'enfants que ce que la nature est capable de nourrir. On a oublié ça dans notre société actuelle. J'en reviens à mon sujet de départ. Je ne perds pas le fil. Alors, vivre sa vie ou gagner sa vie? Donc, pour gagner sa vie, on fait des métiers que très souvent on n'aime pas. Ou qu'on aime moyennement. Alors, il y a des gens qui détestent leur métier. Et souvent, je dis que c'est moins dommageable de détester ton métier parce qu'en général, tu en auras le bol assez rapidement puis tu finis par partir et trouver autre chose. La pire position, c'est de faire un métier ou un boulot qui est pas si pire que ça. Ah, c'est pas si pire que ça. Donc, tu finis par rester dans quelque chose qui est pas si pire que ça, donc qui est supportable toute ta vie. Sauf si, par chance, puis je mesure mes mots, tu fais un burn-out à un moment donné. Et c'est très souvent une chance. Parce que ça t'oblige à sortir de là. Ça t'oblige à sortir du « c'est pas si pire que ça » et à te questionner en profondeur sur qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Où est-ce que tu vas te sentir vraiment à ta place? Où est-ce que tu vas sentir que tu contribues réellement à la vie, à la communauté, à ta vie à toi et à celle des autres? C'est pas obligatoire de se rendre au burn-out. Il y a des gens qui le font avant de se rendre là. Et ça prend du courage. Oui, ça prend du courage. Parce que tu fais front à toute une société, toute une façon de penser, de voir la vie, qui nous est inculquée depuis des générations à partir de notre naissance. Par nos parents qui ont été éduqués comme ça. Donc, ils ne peuvent pas nous enseigner autre chose que ce qu'eux ont appris par l'école, par tous les médias. La télévision, les réseaux sociaux, l'Internet en général. Alors, si ce que tu fais, c'est pas si pire que ça, si tu aurais envie de sortir de là et de faire quelque chose qui te fait « wow » en dedans, ben, je t'invite à commencer tout de suite à te poser la question. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Peut-être que tu le sais déjà. Il y a des gens qui ont rêvé toute leur vie de faire. C'est souvent des métiers artistiques qui font qu'on se fait dire c'est pas un vrai métier ou sont très rares ceux qui gagnent leur vie avec ça. Ou, moi, je suis une artiste, j'ai des talents. Depuis toute petite, je me suis fait dire ah oui, t'as beaucoup de talent en dessin, en peinture, tout ça. Des centaines de fois, peut-être plus, je me suis fait dire ah, les artistes, ils commencent à gagner de l'argent après qu'ils sont morts. Ce que ça fait, toutes ces phrases-là, c'est que ça nous programme à l'intérieur. Et je peux te dire que j'ai passé des années de ma vie à me déprogrammer et que j'ai même pas terminé encore. Régulièrement, je me sens encore coincée dans un espace où je me rends compte que mon subconscient, avec ces croyances-là, est en train d'influencer sur ce que je fais dans ma vie. Alors, je refais un bout de ménage à chaque fois. Ça prend du courage, ça prend de la motivation, ça prend de l'intention. Et c'est tellement passionnant que jamais, jamais je reviendrai en arrière. Jamais je reviendrai à faire un job qui est pas si pire que ça. Même si le chemin est un peu chaotique des fois. Il est tellement des milliers de fois plus satisfaisant. Alors, s'il y a quelque chose qui te passionne, que tu n'as jamais osé faire, ou que tu fais juste comme passe-temps et tu auras envie de faire plus. S'il y a plusieurs choses qui te passionnent et que tu n'as jamais osé toutes les faire, ou si ce que tu fais dans ta vie,
C'est pas si pire que ça, mais t'as aucune idée ce que t'aimerais faire à la place. Quelle que soit ta situation. Je t'invite à faire un premier pas pour trouver ton vrai chemin et le créer surtout. C'est une des choses qu'on fait à l'Institut des artisans du Nouveau Monde, à aider les gens à être sur leur vrai chemin. Je te souhaite une très belle journée et puis bon cheminement, puis au plaisir de te voir peut-être à un moment donné.